Ok, donc je suis Christophe Cotin-Valois, je travaille chez Welcome Max, qui est une agence de design qui fait de la recherche utilisateur, c'est-à-dire comprendre les gens, leur vie, leurs besoins, etc., pour designer des solutions et ensuite tester les solutions. Donc nous, on a vraiment ce focus test and learn. On fait pas trop de product, même si on en fait un petit peu, mais c'est pas notre spécialité, c'est pas notre proposition de valeur. Nous, on est vraiment un peu comme un médecin de famille qui vient derrière faire les petits diagnostics pour dire bah oui, on est bien dans la bonne direction, on suit bien la stratégie, vos petits examens sont bons, monsieur, ou alors ça va pas du tout. Rapidos, souvent ça s'accompagne dans une problématique de transformation et évidemment l'omnicanalité, c'est un petit peu compliqué comme on va le voir tout à l'heure, et donc on a un peu cette vision d'accompagner les boîtes à 2 vitesses, c'est-à-dire comment aujourd'hui tout de suite je délivre et je suis dans le produit, je suis dans le running, ça marche, et je génère de la valeur à court terme, et puis comment je me prépare aux enjeux de demain pour comprendre les mutations qui sont en place et mettre en place ce qui est nécessaire. Et dans un contexte omnicanal, c'est en fait super important parce que déployer des produits et avoir cette cohérence dont tu parlais d'omnicanalité, en fonction du type d'entreprise et de leur taille et de leur historique, c'est pas toujours une balade dominicale. Bon, j'avais une petite vidéo là qui est intéressante parce qu'elle est vieille. Bon, j'ai pas pensé à connecter le son. C'est une vidéo de Google qui a au moins 10 ans. En gros, l'expérience d'un canal dans un autre. Donc là, il inverse le truc et il nous montre qu'est-ce qui se passe si on fait une expérience e-commerce en magasin. Donc là, il lui demande de s'identifier. Évidemment, il ne se souvient pas de son mot de passe. Donc, il recommence. Les conditions générales, blablabla. Là, il hallucine, total. Et il doit cliquer sur l'opt-in. Il hésite un petit peu. Et là, il dit, désolé, la section a expiré. Donc, on recommence au début du formulaire. Et donc, ça recommence. Mais comme il se souvient de son mot de passe. Là, ça va vite et le mec, il dit « Ah, salut, Nikki Forever ». Donc, c'est un peu la teon. Bon, bref, blablabla, j'accélère, je vous la passe par en entier. Et ça finit par « Ok, au moment de payer, et vous prenez quoi comme option de livraison, express ou normal ?» Et lui, il dit « Mais c'est quoi express et c'est quoi normal ?» Et il dit « Normal, blablabla, et express ». Il pousse son paquet de pain de mie, parce qu'en fait, il achète juste un paquet de pain de mie, après avoir fait tout le process, etc., pour le faire rouler. Donc, cette pub a été géniale. C'était une pub à la base. Elle a plus de 10 ans, parce qu'elle montre, en fait, qu'on peut pas transposer ce qu'on fait dans un canal dans un autre et hop, ça marche. Donc, on a tendance à transposer dans le digital ce qu'on fait dans le monde réel, habituel, mais ça marche pas non plus à l'inverse, quoi. Dans les deux sens, ça marche pas. Ça demande quand même une certaine adaptation au canal et surtout aux usages. Alors, j'ai trois points clés. Le premier, un peu d'histoire, c'est mon côté prof, j'ai été pioché là dans mes slides de cours. C'est qu'en fait, pour comprendre la notion d'omnicanalité, c'est que ce qu'il faut capter, c'est que il y a la génération des millennials, donc en gros, c'est ceux qui sont nés dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Eux, ils ont grandi avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Netflix, Facebook, etc., etc. Et c'est un peu quand même le top en termes d'expérience client digitale, des Orange, Darty, etc., etc. Ils courent derrière pour rattraper ce niveau d'expérience qui a été finalement un nouveau standard que ces entreprises ont imposé. Avec leur puissance technologique, leur vision du design, etc., etc. Et donc cette génération et les générations suivantes, en fait, elles ont des attentes et des comportements assez différents. Donc moi, typiquement, je suis dans les millennials. Après, il y a la génération Z, etc. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très 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 longtemps, donc il y a à peu près 25 ans, donc les millennials, ils ont 3, 4 ans, 5 ans, ça dépend quand est-ce qu'ils sont nés, entre 80 et 2000, peut-être un petit peu plus. C'était simple, le monde. Il y avait des magasins. Et puis il y avait allô, j'ai un problème, le service client, la hotline, c'était pas hyper généralisé, ça pouvait se passer en magasin. Donc c'était relativement simple. Puis il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet. On a commencé à créer des sites Internet qui faisaient un peu le lien entre les deux, parfois e-commerce, parfois pas e-commerce, parfois semi-e-commerce, catalogue seulement, mais qui était aussi un vrai canal pour accéder aux réclamations, contacter le service client, contacter la marque.
Souvent, on essaie de cacher le numéro de téléphone, hein, parce qu'il faut pas qu'ils appellent trop, ça coûte cher. Voilà. Et puis, petit à petit, ce truc Internet, il a pris de l'ampleur. Il y a eu le mobile. Puis, on s'est mis à faire du marketing digital où on a commencé à utiliser les canaux mail, etc. Puis, il a fallu commencer à connecter tout ça. Et puis, petit à petit, le monde digital a explosé. Les usages ont suivi. Donc, il y a des sites mobiles, mais il y a aussi des apps mobiles. Il y a des nouveaux devices. On peut faire du chat online avec le service client. Il y a toujours la hotline, etc. Il y a ce que j'appelle les providers, les fournisseurs tiers. Par exemple, les connecteurs sociaux. Par exemple, les marketplaces. Par exemple, tous ces acteurs d'intermédiation. D'accord? Tout ce qui est l'économie, la share économie, etc. Il y a évidemment l'explosion du social. Et puis, toutes les technos un peu autour du messaging, de la communication, etc. Et donc, notre millennials, lui, il a grandi en fait avec tout cet écosystème de possibilités, tous ces canaux qui sont à sa disposition. Et lui, ce qu'il attend, en fait, c'est que tout ça soit cohérent, puis que ce soit en temps réel. Mais pour que ce soit en temps réel, il faut que la data, elle communique, puis que le mec de la hotline, il sache exactement ce que j'ai fait sur l'application mobile qui est un site e-commerce. Peut-être j'ai mon historique de chat qui était sur le site PC, etc., etc. Et c'est ce qui fait que on a une compréhension du client qui est, on va dire, 360 d'un point de vue marque, d'un point de vue service, d'un point de vue émetteur. Et donc, on a tous ces fameux produits, puisque un produit, ça peut être juste un service de chat en ligne. Donc là, on va plutôt utiliser une solution du marché qu'on va plugger, et puis plugger une autre, puis plugger une autre, puis plugger une autre. Donc, comment on en est arrivé là? C'est simple. Finalement, les besoins des consommateurs, ils n'ont pas trop changé, mais ce truc de l'Internet, il a un petit peu rebousculé les besoins. En tout cas, il est venu les compléter. Et puis surtout, il y a ce truc de maintenant, quoi, de l'instant présent, qui fait écho au temps réel dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est marrant, c'est de voir que ça, c'était des chiffres de Google qui montraient en fait qu'à partir de 2016, les requêtes, quand vous posez une question dans Google, elles sont accompagnées d'un qualificatif temporel qui est maintenant, ce soir, aujourd'hui. Donc on est vraiment dans, et vous voyez, c'est explosion, quoi. Explosion totale. Donc ça illustre bien en fait ces besoins des générations millennials, puisque s'il est né en 2000, là il a 16 ans. S'il est né en 80, il a 26 ans. Donc il est rentré dans la vie active. On dit souvent que les millennials, c'est quand même la génération qui a le plus fort pouvoir d'achat à l'heure actuelle. Donc, entre guillemets, c'est très bankable pour les marques. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui d'arriver à les satisfaire. Donc, OK, le monde a changé. On voit bien qu'il y a des nouveaux usages. Mais derrière, les entreprises, les vieilles entreprises, celles qui existaient avant le nouveau monde, elles doivent faire comme Google, comme Amazon, comme Facebook, comme tous ces fameux GAFA qui ont élevé le référentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que le digital, avant, c'était une espèce de pièce rapportée, puis aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des parcours. C'est-à-dire que quasiment tout commence sur Internet, que je sois client ou prospect, etc. Je vous passe les détails sur le client-prospect. C'est juste dans le digital, c'est compliqué de savoir si j'ai affaire à un client ou à un prospect. Dans une petite boutique, le client, je le connais, donc je le reconnais, je peux lui dire « Ah, j'ai gardé un truc comme ça pour vous, vous savez, puis vous inquiétez pas, demain on aura votre truc que vous aimez bien, on repassez. » Dans le digital, tant que l'utilisateur n'est pas logué, c'est un client ou c'est un prospect? On ne sait pas. Et historiquement, dans cette culture des entreprises, on parle pas de la même manière aux clients et aux prospects, et c'est probablement un paradigme qui est en train de bousculer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nos dispositifs, ils héritent de systèmes qui sont en fait assez vieux, d'accord? Puisque ça a toujours existé. Quand il y a une réclamation client, e-commerce ou pas e-commerce, il y a un process dans l'entreprise. Quand il y a un problème à traiter, il y a un process pour vendre un produit, pour vérifier le pricing, ça. Il y a plein de process. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant à peu près 15 ans, on a tenté de prendre notre process existant et le mettre dans la tronche des gens dans le digital. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai pas mal bossé dans l'automobile et chez Peugeot, typiquement, sur leur site e-commerce, ils avaient un problème, c'est qu'il y avait les datas qui sortaient d'usine, puis il y avait le site e-commerce, et entre les deux, il n'y avait pas trop de traduction. Donc, ils ont fait un vague référentiel marketing pour traduire finalement les données techniques des produits en arguments marketing, mais c'était la tartine.
C'était des pages et des pages et blablabla. Il n'y avait pas d'intermédiaire qui était adapté à une consultation rapide, digitale, d'un client qui se renseigne juste simplement, qui peut-être connaît pas du tout les spécificités de la marque et qui a besoin d'un premier niveau de discours plus light, etc. Mais ça, c'est dans les systèmes, vous voyez, c'est enregistré dans les serveurs. Donc le problème, c'est que tout est devenu système. Qui dit système, donc dit process. Et les entreprises, elles ont vachement de mal en fait à transformer leur process pour transformer les systèmes qui doivent être le reflet finalement du process. Et ce process, il est censé être adapté aux besoins des clients et du commerce. Et quand on le transpose, là, ça marche pas. Donc, elles doivent se transformer. Alors, pour faire simple, ce nouveau monde, on va dire l'après hégémonie des GAFA, donc c'est quoi? C'est 2010 en gros. Pour moi, il y a vraiment 6 grands enjeux. Il y a l'explosion du mobile, c'est-à-dire qu'on fait tout le temps parce qu'on est hyper connecté. Du coup, notre client, en fait, on va être en contact avec lui sur le site web, sur le site de la marque, dans la hotmail, dans la hotline, dans les bases de données, etc., etc. On le voit de différentes manières. Il est peut-être connecté en même temps sur les deux, et on a du mal à matcher en fait son parcours, son expérience, ses préférences, etc. Les usages font que les clients sont devenus plus utilisateurs que clients. C'est-à-dire que la notion de consommer, aujourd'hui on dit consommer du contenu quand on parle de regarder du contenu sur les réseaux sociaux. Avant, on n'aurait jamais employé ce terme-là. Mais ça illustre ce besoin d'aller vite, de faire du pick-up, de prendre ce qui m'intéresse, le reste, je zappe. Il y a aussi cette accélération du temps, c'est-à-dire que tout doit aller beaucoup plus vite, tout va beaucoup plus vite. On envoie, je crois, 1000 fois plus de messages par seconde qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Les volumes de données explosent. On va vers du temps réel le plus possible. Et donc, il y a cette exigence, le fameux now. Et puis, avec l'explosion d'Internet, des avis clients, des réseaux sociaux, des tiers qui fournissent des plateformes d'avis, des comparateurs, etc., etc. Mais en fait, il y a une démultiplication des sources d'informations sur les produits et la marque, l'émetteur de base, est plus garante en fait de ce qu'elle raconte. Elle l'essaye, mais il y a plein d'autres gens qui viennent compléter, infirmer, confirmer, démonter le discours, on va dire, officiel. Donc ça, c'est vraiment cette capacité que les millennials ont eu de foutre un gros coup de pied dans la formulaire, boosté par les GAFA, pour changer l'expérience. Donc rapidos, je pense que tout le monde comprend ça. Aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est très mobile, avec des usages très spécifiques. Bien sûr, les réseaux sociaux, le mail, on consomme beaucoup plus les mails sur mobile. Et puis voilà, plus récemment, depuis le Covid, des trucs genre le QR code. C'est juste pour évoquer le fait que le point d'entrée, il est bien sûr aujourd'hui beaucoup plus mobile. Et puis après, je vais évoluer dans mon dispositif, mon site web, je vais tchatcher, etc., etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les entreprises, tout ça, en fait, derrière, c'est plein de systèmes. C'est plein de briques qui sont fournies par des tiers, qui sont développées en interne, plus ou moins bien. Il y en a plein qui sont fabriqués par les équipes de la briqueterie et de melon. Mais derrière, c'est un enfer de plateformes, de trucs qu'il faut connecter et pour permettre justement la circulation de l'information qui permet de tendre vers du temps réel et qui permet donc de pouvoir personnaliser l'expérience du client, de la rendre cohérente sur les différents canaux. Et c'est un vrai sacré challenge pour les entreprises. Donc l'expérience omnicanal, c'est cool. Mais pour moi, c'est vraiment un défi générationnel en fait au niveau des entreprises. Il y a les entreprises d'avant, il y a les entreprises dites nouvelles, les startups qui ont commencé un peu en même temps. Je pense à des voyages privés, à ce genre de boîtes-là qui aujourd'hui sont plus des startups, qui sont déjà devenus des gros mastodontes et qui n'ont pas forcément toujours l'agilité qu'ont nos acteurs de la Silicon Valley. Et du coup, c'est un vrai sujet d'organisation des entreprises parce que pour offrir cette expérience cohérente, comme tu l'as bien expliqué, Diana, il faut que ce soit cohérent. Donc, ça veut dire que toutes ces briques-là et toutes les équipes qui sont derrière, elles communiquent pour aboutir idéalement à un design système unique, en tout cas commun. Donc, l'omnicanal, c'est quand même très, 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 très compliqué. J'ai pas mis à jour les données, c'est des trucs qui datent de mes cours, mais en 2017, il y avait en gros que 54%, très précis, des services qui étaient déployés sur 5 canaux. On a vu qu'il y en a plein des canaux. Donc ça veut dire que ça, c'est des chiffres qui viennent quand même plutôt des grosses boîtes. Donc c'est-à-dire que
oui, on veut y aller, mais avoir une réalité omnicanal, ça y est, j'ai déplacé mon timing. C'est compliqué, on n'y est pas, quoi. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un canal? Est-ce qu'il faut raisonner en totale omnicanalité? Parce qu'aujourd'hui, omnicanalité, c'est devenu un peu un terme, un mot valise. Le sujet, c'est d'arriver à gérer vraiment les canaux, parce que en théorie, avant d'arriver à l'omnicanalité, il y a d'autres concepts. Avant, quand il y avait que le magasin, il y avait un canal, puis après on a commencé à avoir plusieurs canaux, mais ils étaient étanches. C'est-à-dire que le magasin me connaissait, dans l'ordinateur du magasin, il y avait mon historique d'achat, ma carte de file, etc. Mais je pouvais pas la retrouver, pas sur mon site web et encore moins sur mon appli. Et c'est des choses qui perdurent encore aujourd'hui. Après, on a commencé à travailler en cross-canalité, c'est-à-dire comment est-ce que je suis capable d'aiguiller vers un canal pertinent. Et le Graal, c'est bien effectivement d'avoir tous ces canaux qui sont en symbiose et qui permettent d'avoir une vision du client homogène sur tous les canaux et donc de l'adresser de manière personnalisée sur tous les canaux, d'accord? Sauf que, à part peut-être Amazon, moi, dans mon expérience de consommateur, je suis pas sûr d'en voir d'autres où, effectivement, quel que soit le canal, tu es vraiment en temps réel, c'est personnalisé, c'est super clair et tu as un chemin direct vers la hotline ou vers le service client. Donc aujourd'hui, on raisonne plutôt en point de contact pour atteindre cette omnicanalité, le fait de passer à travers les canaux. Et donc tout le sujet, voilà, c'est de bien articuler les points de contact pour leur donner une mission claire qui est cohérente dans le parcours en fonction des usages et peut-être pas essayer de déployer le même niveau de service sur tous les canaux parce que c'est monstrueux, quoi. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement compliqué si on a tout cet historique de systèmes existants, etc. Quand on construit son entreprise aujourd'hui, entre guillemets, de zéro, c'est pas la même histoire. Donc, pour moi, voilà, c'est vraiment un enjeu de cohérence avant tout. Il faut pas chercher à déployer tous ces services avec le même niveau de service et le même niveau d'expérience sur tous les canaux. Il faut chercher de la cohérence dans le parcours client. Il y a des canaux qui sont beaucoup plus adaptés à la relation client, d'autres canaux qui sont plus adaptés à la vente. On peut faire des choses éphémères, type le social selling, ça peut être éphémère sur des campagnes, mais je dis n'importe quoi, Carrefour va pas mettre tout son catalogue électroménager en vente sur les réseaux sociaux de manière permanente, ça n'a pas de sens. Okay. Par contre, depuis les réseaux sociaux, je peux faire des opérations avec de l'achat ponctuel, rapide sur certains produits, et puis renvoyer après vers plutôt mon site mobile, parce qu'on sait que le social c'est plutôt mobile, pour avoir accès à l'ensemble du catalogue. Mince, celui-là, je pensais l'avoir masqué. Juste deux notions, on parle beaucoup du UX, on va parler beaucoup plus de CX parce que justement, il y a un sujet qui est l'intermédiation, c'est-à-dire que des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire qu'elles gèrent le client, l'achat, la vente et tout le suivi après de la relation, elles essayent d'englober en fait tous les aspects du parcours client et de l'expérience pour maîtriser en fait la relation. C'est ce que fait Amazon. Si vous achetez un produit, je dis n'importe quoi, Samsung sur Amazon, c'est Amazon qui va gérer vos problèmes, vos réclamations. Ils se débrouillent pour vraiment gérer la relation. Pareil avec Back Market, pareil avec Uber finalement, puisque vos réclamations, vous les faites chez Uber, c'est aussi une marketplace. Et c'est ce qu'essaye de mettre en place typiquement Fenêtre Darty. Alors, pour finir, ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, il y avait un peu cet ancien monde, et puis il y a le nouveau monde, donc qui a été initié par les GAFA. J'ai choisi quelques marques parce que soit elles me plaisent, soit je les connais particulièrement. Et puis donc, ils ont tous initié cette espèce de course pour arriver dans ce nouveau standard, ce standard du nouveau monde. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que à cause de ces systèmes et de ces process et de la lourdeur de certaines boîtes, souvent, on a été créé des marques ad hoc plutôt orienté low cost parce que ça justifie le service minimum et pas reproduire tous les services. Non, on va prendre vraiment le minimum, c'est moins cher, on a un argument différenciant. Puis voilà, on essaye de franchir le canal de Suez pour rattraper notre dette finalement et arriver à un niveau d'expérience qui soit pertinent. Donc voilà, il y en a qui ont réussi à le passer justement en créant des nouvelles boîtes et souvent c'est la distribution en fait qui permet de franchir ce truc-là parce que c'est le business qui lead et on peut reconstruire des choses. Donc EDF, il y a Engie maintenant, la SNCF, il y a Oui SNCF, Air France, bon, on sait pas trop. Quand on voit des billets Hop qui sont plus chers que des billets Air France, on se dit qu'ils ont raté un truc, hein, on sait pas quoi. En tout cas, c'est pas cohérent. Monoprix avec lesquels on travaille, ils avancent, mais ils y sont pas. Voilà. Donc pour finir, pour moi il y a quatre grands
challenge dans cette cohérence. Il y a le branding, hein, tu l'as bien évoqué. Il y a le produit, c'est-à-dire que mon produit, même s'il n'est pas identique, si c'est pas exactement le même avec toutes les mêmes features, etc., bah, il doit être cohérent à l'usage du canal. Il y a bien sûr l'accès au service client et la relation client. Et puis après, il y a quand même un problème de fond qui est la distribution, tout ce qui va être pricing, contenu marketing, promesse marketing, etc., qui doit être pas forcément identique, mais cohérente d'un point de vue client. J'insiste sur ce point-là parce qu'il y a des stratégies de distribution qui sont différentes qu'on vende sur une marketplace ou sur un site en propre ou dans les magasins, peut-être avec des produits différents, avec des prix différents, mais ça reste cohérent. Ce qui est pas cohérent, c'est de vendre le même produit à des prix différents. On a plein de clients qui en fait n'arrivent pas à vendre en propre sur leur propre site e-commerce un produit au même prix que sur une marketplace. Ils vont être plus chers. D'accord? Donc ça, c'est un gros problème. Parce que coût de structure, etc. derrière, alors que les marketplaces, elles ont intégré en fait tout un tas de réponses, tout un tas de problématiques. J'en vois qui sourit. Alors, rapidos, branding, on comprend l'intérêt de créer du cross-canal en mettant un QR code sur un packaging produit. Ok, je t'envoie là-bas. On comprend l'intérêt dans le branding d'avoir voilà un logo qui est responsive pour s'adapter aux différents canaux. D'accord? Ça, je pense tout le monde comprend. Après, ça peut aller beaucoup plus loin en fait. Par exemple, nous, on a bossé pour Bjorg, qui avait une vraie problématique de merchandising, c'est-à-dire comment est-ce qu'on présente nos produits et dans quel rayon chez les grands distributeurs, Carrefour, Leclerc, Auchan, etc., etc. Dans quel rayon? Est-ce qu'on doit être dans le rayon bio? Est-ce qu'on doit être dans les autres rayons? Est-ce qu'on doit faire des promos? Comment ça se passe, etc. Donc, ils avaient plein de questions. Donc, on a fait une étude eye tracking assez poussée avec pas mal de consommateurs dans plein de villes. Et on est arrivé finalement à répondre bien sûr à leurs questions en termes de merchandising, c'est-à-dire où je place mon produit. Mais dans le parcours, c'est hyper fluide, c'est hyper clair. Et ils ont un site vitrine dans lequel vous n'allez plus jamais, parce que quand vous tapez figma.com et que vous êtes logué, vous retombez tout le temps dans le produit pousse l'usage à mort, et ils vont vous faire de l'upgrade dans l'usage. Donc on voit un exemple voilà de différence de maturité et d'exploitation de l'omnicanal, où eux, ils ont une expérience omnicanal, mais ils n'essayent pas de faire la même chose partout. Et le dernier exemple, c'est au niveau de la distribution. Bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je reparle un petit peu de Bjorg, où là, c'est pareil. C'est-à-dire que où est-ce que je place mes produits? Est-ce que le descriptif est pareil? Est-ce que le fait que j'ai un visuel web différent de celui des magasins, est-ce que c'est un problème? Finalement, le web a drivé en fait le packaging magasin. Parce que dans un magasin, finalement, c'est pareil. Hein, j'ai des allées de produits avec des petits packaging comme ça. Je passe un petit peu vite comme ça. Donc, en termes de lisibilité, d'impact, de rapidité pour identifier les informations clés, finalement, le problème est assez similaire. Donc, ils ont du digital. On a déployé dans le monde réel des enjeux de branding. Donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fonction des types de consommateurs, leur point d'intérêt dans les entrées dans la nave était pas forcément la même. Et une autre problématique assez intéressante pour notre client à nous, c'est Royal Canin, où ils sont rentrés sur des marchés sur lesquels ils étaient pas très présents, ou en tout cas dans des réseaux de distribution type vétérinaire qui sont des prescripteurs. C'est-à-dire que c'est les vétérinaires qui vendent les produits, ils sont pas disponibles dans les supermarchés, et ils étaient absolument pas absents dans le digital. Et pour rentrer, ils ont décidé de rentrer sur les marketplaces, sauf que comme la marque est très peu connue, le grand challenge, c'était de dire est-ce que je mets tous mes produits ou est-ce que je mets que certains produits dans certains pays? Est-ce que j'ai intérêt à créer un shop-in-shop dans la marketplace, un espace à moi que je vais un peu plus brander, où je vais pouvoir plus prendre la parole, ou est-ce qu'il suffit d'avoir mes produits dans les parcours clients quand ils utilisent le moteur de recherche? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que ça a un impact sur le rapport à la marque, l'intention d'achat, la fidélité, etc. Donc ça, c'est un autre exemple sur lequel on a bossé pour faire ces guidelines-là. Mais pour faire les guidelines, on a fait des études dans pas mal de pays pour arriver à avoir une vue un peu plus locale, et on a testé donc ce qui a été déployé sur certaines marketplaces et le premier site e-commerce qui était en Turquie avant la France et les États-Unis. Donc là voilà, on a vraiment ce sujet de est-ce que je mets toute mon offre, est-ce que c'est au même prix, est-ce que je m'adapte à fond localement au marché. Si je fais ça, peut-être que j'arrive pas à tirer les clients vers ma proposition de valeur et mon offre. Mais la bonne nouvelle, comme le disait Diana, parce que j'ai fini, c'est le dernier slide, c'est que pour les grosses entreprises, la historique, c'est compliqué. Pour les entreprises plus récentes, il y a plein de technos aujourd'hui qui permettent de produire des choses beaucoup plus rapidement, qui ont déjà
par essence même une approche beaucoup plus user-centrique, beaucoup plus design. Là, vous voyez, je crois que c'est 2016 toujours. Et aujourd'hui, voilà, c'est l'explosion des solutions techno dans le e-commerce. C'est juste pour dire que voilà, les entreprises qui démarrent aujourd'hui ou qui n'ont pas du tout commencé leur transformation digitale, bah, finalement, elles ont moins de casseroles derrière elles ont moins de galères. Donc, ce constat qui explique la difficulté n'est pas si pessimiste que ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je passe la parole à... Oups, pardon. Ah, c'est pas le même lien. Vous avez changé le lien. J'avais mis à jour. Paf. 3 questions. 3 questions. Rapide, efficace. Pas de questions. Rapide, efficace. Oui. J'aurais une question par rapport à l'omnicanalité. Est-ce que l'omnicanalité, ça veut dire omniprésence? Si on pense aux générations actuelles qui servent sur la génération des millennials, ils sont hyper connectés. Il y en a aussi beaucoup qui, justement, cherchent à s'éloigner de cette hyper-connexion et à avoir un peu cette digital minimalism. Et du coup, est-ce que omnicanalité veut dire omniprésence? Est-ce qu'on va être toujours je dirais plutôt oui. Mais c'est une question presque marketing, en fait. Hein. C'est où sont les volumes et où est-ce que nos utilisateurs sont présents. Et nous, d'un point de vue plutôt UX et design, on va plutôt réfléchir en valeur. C'est-à-dire quelle valeur je délivre sur tel canal. Est-ce que ma stratégie est bonne et du coup, je vais engager et ça vaut le coup d'enrichir, développer, etc. Ou finalement... est-ce que ça sert pas à grand chose? Est-ce que je peux pas petit à petit investir moins? Ça veut pas dire être moins présent, mais peut-être investir moins. Okay. Donc plutôt oui, pour les raisons aussi qu'évoquées, hein, l'effet de répétition qui crée de la familiarité. Apéro. Deuxième question. C'est les mêmes qui posent des questions. Je vais demander en fait dans le passage, on va dire des retailers classiques au e-commerce et le marketplace. Est-ce que tu vois en fait on pense à comprendre que c'est pas juste de reproduire le catalogue dans une application qui va faire quelque chose sur l'expérience client. C'est un petit peu différent ou est-ce que c'est juste je mets mon magasin en ligne? Disons que je pense que la plupart ils ont déjà tellement de mal à mettre vraiment le catalogue en ligne avec des bons contenus, etc., qu'ils aimeraient bien faire des choses plus spécifiques, mais ça reste quand même pas leur priorité, je dirais. Je pense que pour moi, globalement, leur priorité, c'est qu'ils sont quand même en train de rattraper leur dette et de courir vers cette mise à niveau avant d'aller sur des choses un peu plus spécifiques. Alors oui, il y a certains clients qui le font. Typiquement, Monoprix avait une grande question, c'est est-ce que notre app de fidélité, elle doit être aussi l'app e-commerce? Et nous, on leur a dit oui, mais non, parce que on est parti pour 4 ans. Capitalisons sur l'usager existant, faisons de cette app l'app du magasin. Essayons de développer des choses nouvelles sur l'usage du magasin. Puis quand votre site e-commerce sera bien stabilisé, etc., on se posera les questions. Mais pareil, ils utilisent des plateformes de fournisseurs. Ils sont avec Opodo, Ocado. Je sais pas si vous voyez cette plateforme-là, anglo-saxonne. Ils l'ont pas, ils la own pas. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc plutôt pas. Alors c'est un peu plus général, mais l'omnicanalité, est-ce qu'on parle aussi des réseaux sociaux, de la stratégie des réseaux sociaux? Ouais, bah oui. Oui, après, le challenge, c'est de se dire, est-ce que c'est que du média ou est-ce que ça nourrit l'expérience? C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui disent, OK, c'est que du média, c'est de la pub, donc on veut des vues, on veut du clic et point. Et après, il y a d'autres boîtes qui se disent, OK, le réseau, il doit chercher à créer une relation avec tel type d'utilisateur parce qu'ils ont un usage très spécifique. Ils sont peut-être plus jeunes, ils sont peut-être plus mobiles, ils sont peut-être plus ceci, cela. Et donc, avoir une réflexion sur l'expérience d'un parcours qui commence dans les réseaux sociaux. Et il y a un bon exemple, c'est ce qu'on appelle les DNVB. Je sais pas si vous connaissez, les Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est ces marques qui font une cosmétique, mais qui naissent sur Internet. C'est, je sais pas, tout le monde voit ce que c'est, qui connaît? Bon, voilà, c'est ces marques qui peuvent, par exemple, faire des vêtements et qui commencent sur Internet. C'est Asphalt. C'est chez les femmes, il y a Achille. C'est des marques qui ont commencé sur les réseaux sociaux avec une communauté et qui font de la vente plutôt événementielle avec peu de produits. Et en gros, c'est un tunnel de la démonstration produit, c'est un contenu social. Et puis après, c'est achète. Et après, boum, je suis dans le tunnel. J'arrive pas sur le site, alors vas-y, retrouve le produit ou sur la fiche produit qui est un peu chiante finalement parce que j'ai déjà tout vu ou entendu sur le réseau social et qui sont plutôt sur des verticales et des paradigmes de parcours très
très actif, quoi, très actionnable. Dernière action, Merci. Allez. Non, Merci.